Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro sur Studio Kalita, heureux de vous retrouver pour un magazine d'Israël demain, l'émission qui parle de l'innovation en Israël. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation et dans un domaine particulier, un domaine qui est très à la mode actuellement, déjà depuis plusieurs années en Israël et dans le monde entier d'ailleurs. On va parler d'environnement et de technologie. Et pour cela, nous avons dans notre studio David Ben Ishai. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc d'environnement. On va découvrir, parce que moi je l'ai découvert en fait, ce domaine, grâce à une petite discussion que nous avons eue avant l'émission, et nous allons essayer de faire découvrir aussi à nos auditeurs, parce que c'est un sujet d'abord très intéressant, et c'est quelque chose de très important aujourd'hui en fait, tout ce qui concerne l'environnement. Alors on va dire que vous êtes consultant en innovation sociale et en environnement. Tout à fait. Alors on va parler plutôt du chapitre environnement avec vous. J'aime bien savoir un peu d'où viennent nos invités. Alors, on va vous demander un peu votre parcours. En quelques mots et de façon lapidaire, surtout que le parcours est un peu atypique. Ouais. Donc, à Liard, à 16 ans en Israël, j'y vis jusqu'à l'âge de 26 ans. Je fais mon arbi, mes études, de psycho notamment, et je poursuis en France mes études de psycho, et je me tourne vers le social. Et puis, il y a une dizaine d'années, en 2004, je suis recruté comme directeur de l'action sociale au FSJU. J'y œuvre pendant 10 ans. Je deviens donc un homme d'argent, un homme de politique et d'argent. Et puis, sur la fin de mon parcours au Fonds social, j'intègre Sciences Po sur la sociologie des organisations et notamment sur l'innovation sociale et environnementale, qui va précéder ma deuxième alia, si on peut dire, avec là pour le coup ma femme et mes enfants, il y a 2 ans. Donc vous revenez en Israël il y a 2 ans et vous ouvrez un bureau de consultant en fait dans ce domaine, donc le domaine social, puisque c'est un domaine que vous connaissez bien grâce à votre action au FSJU, et dans le domaine de l'environnement. Alors comment vous avez découvert ce monde de l'environnement ? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, je venais du social avec des préoccupations sociales et politiques sociales de façon générale. Et puis, effectivement, à Sciences Po, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'économistes, beaucoup d'environnementalistes. Et je suis tombé amoureux du secteur et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ma 3e carrière. Vous êtes passionné pour ça. Voilà, tout à fait. Vous êtes passionné pour ça. Et puis, j'ai commencé effectivement à travailler avec Yossi Dan de Challengy. Et on a, je vais en dire 2 mots, qui est une petite structure spécialisée dans l'innovation israélienne. Et il m'a confié le secteur cleantech. Et notre travail, c'était tout ce qui était de l'ordre des veilles technologiques pour des clients ou des municipalités françaises qui souhaitaient découvrir l'écosystème israélien, voire plus si affinité, c'est-à-dire de faire des deals avec des startups israéliennes et des corporates françaises. Donc votre mission, c'est un peu de faire le lien entre des choses qui se passent dans le domaine de la technologie, des startups ou de sociétés qui travaillent dans l'innovation dans le domaine de l'environnement, et des partenaires qui se trouvent essentiellement en France ou en Europe. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne et dans la collaboration avec Yossi Dan, effectivement, je suis plus sur les questions françaises, des collaborations avec des villes et des corporates françaises. Alors on va parler d'Israël, la position d'Israël dans ce domaine dans un instant, mais alors quand on parle de technologie, d'environnement, on parle de clean tech, on parle de green tech, on parle de technologie propre. Alors ce sont des termes qu'on ne connaît pas tout le temps, en tout cas moi c'est des termes que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner une définition de tous ces termes en gros ? Oui, en quelque sorte, sont des produits, des procédés, des systèmes, ou voire des services qui vont permettre à la fois de créer de la rentabilité économique, puisque c'est quand même du business, mais en respectant l'environnement et avec des stratégies qui prennent en considération un facteur dont on est de plus en plus conscient et de façon extrêmement claire, la limite des ressources, avec effectivement l'émergence de domaines économiques comme l'économie circulaire, où on commence à réfléchir la production et en même temps le recyclage, et on commence à penser cycle de vie des matériaux. Donc effectivement, vous avez tout un domaine, plusieurs domaines industriels sur qualité de l'air, énergie bien sûr, environnement,
biodiversité, agriculture, mobilité. On pourra en dire deux mots avec Moveit, avec Waze, etc., ou avec encore Mobileye. Des domaines qui effectivement intègrent dans leur feuille de route et dans leur stratégie les limites des ressources, les besoins de rentabilité et le respect de l'environnement. Alors, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour déjà depuis quelques années, en Europe et dans le monde entier, en Israël aussi, avec bien entendu des accords. On parle des accords de Paris. Oui, bien sûr. Donc, un long historique finalement des accords avec des réussites et des échecs, Kyoto, et puis là, effectivement, en 2015, les accords de Paris, qui est probablement un des accords les plus réussis, puisque 196 pays l'ont signé, ratifié. Qui prévoit quoi ? Qui prévoit un certain nombre de mesures. Alors évidemment, c'est orienté vers la réduction massive et mondiale de la production de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la production de CO2, pour faire de façon un petit peu simple. Et donc, toutes les stratégies qui vont être décidées au niveau national pour réduire la production de CO2. Donc, par exemple, Israël s'est engagé, si on prend un petit exemple, sur la transformation massive de ces centrales électriques qui ont fonctionné jusqu'à peu quasiment essentiellement au charbon et qui, aujourd'hui, le charbon est passé en dessous de la barre des 40%, avec une montée en puissance du gaz à plus de 55% aujourd'hui. Donc là, effectivement, vous avez une répercussion directe sur la production de CO2 dès lors que vous utilisez du gaz naturel plutôt que du charbon. Donc ça demande des nouvelles technologies, ça demande une transformation justement de ces technologies, et c'est là qu'intervient donc tout ce qui est green tech ou clean tech. Et avant de rentrer dans le détail et de voir exactement ce qui est fait aujourd'hui, plus particulièrement en Israël, comment se place Israël dans ce domaine au niveau mondial ? Alors, il se trouve que dans ce qu'on appelle le Global Index of Clean Tech, en 2014, Israël était le pays number one en matière d'innovation. Donc, c'est quand même une marque extrêmement intéressante. Ça veut dire qu'au nombre d'habitants, à la taille du pays, le nombre de patents déposés, le nombre d'innovations produites par l'État d'Israël était au sommet. Mais il y a une différence entre le fait qu'il y ait des innovations et le fait de ce qui se passe réellement au niveau des techniques dans le pays. Oui, alors, il se trouve que le clean tech, peut-être contrairement à d'autres domaines où on va très vite développer, puis ensuite revendre, et puis que la technologie va un petit peu nous échapper, en Israël, il y a une tradition clean tech qui s'appelait pas comme ça en son temps, mais qui était que ce soit avec le goutte à goutte, donc on a en Israël, que ce soit depuis plus de 20 ans maintenant, la désalinisation, les usines de désalinisation. Donc, il y a quand même, au regard de la situation particulière en Israël, c'est-à-dire de sécheresse, de très peu d'eau, du climat, donc vous avez une nécessité qui s'est imposée. La question de l'eau est une question pas seulement environnementale, elle est aussi une question stratégique, géostratégique, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau au Moyen-Orient, qui sont des régions arides. Donc, effectivement, il y a depuis très longtemps en Israël cette nécessité, parce qu'on est confronté aux aléas du climat, de répondre et de produire de la technologie. Donc, le clean tech, c'est quand même un domaine qui existe depuis longtemps en Israël. Et aujourd'hui, effectivement, sur les secteurs de l'énergie, sur les secteurs de l'eau, vous avez beaucoup de start-up qui viennent soit produire des nouveautés totales, soit effectivement proposer des procédés d'amélioration de ce qui est existant. Alors 2014, première place au niveau de l'index mondial de l'innovation. Comment vous expliquez ? Vous avez une explication concernant justement cette place d'Israël dans l'innovation en général, je dirais peut-être aussi. Alors il y a beaucoup de choses pour expliquer ce miracle qu'on nomme de façon un petit peu rapide la Startup Nation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement une tradition, c'est un petit pays, donc il y a une tradition de liens étroits entre le monde de l'industrie, de l'entreprise et le monde académique. Et ça, c'est un des points de faiblesse en France notamment, mais ça c'est un point extrêmement fort en Israël. Et puis il y a une démarche volontaire du gouvernement. Aujourd'hui, on parle du Madan Arashi ou du bureau du chef scientiste. Il faut bien comprendre que depuis 30 ans, depuis la fin des années 70-78, on a créé des fonds
pour pouvoir encourager l'innovation. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'État massivement engagé dans le financement de start-up. Vous avez des start-up aujourd'hui choisies par le Madan Arashi, donc le bureau de l'innovation israélienne, qui reçoivent jusqu'à 85% de financement pour lancer l'État investit réellement dans ce genre de choses. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme la France. Si, bien sûr, avec la BPI, mais vous voyez, la BPI, ça a quelques années. Le centre d'innovation, ou le Madan Arashi en hébreu, ça existe depuis la fin des années 70. Donc, on a très tôt en Israël une volonté d'investir, donc c'est une volonté gouvernementale. Vous avez des synergies fortes entre le monde de l'entreprise et l'académie et les centres de recherche. Et puis évidemment, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est un pays de pionniers, c'est un pays jeune, c'est un pays de pionniers, et je crois qu'on a, c'est un pays qui a appris à essayer encore et encore, à se confronter à l'échec, et puis à nouveau à l'échec, et puis de réussir. Je crois et ça, c'est quelque chose un petit peu dans la culture israélienne entrepreneuriale. On pourrait même presque dire juive, mais d'aller vers quelque chose de nouveau, d'essayer d'explorer des contrées inexplorées. Essayer toujours de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va parler justement de ces innovations et de ces découvertes, et puis on va faire un petit retour, puisque vous l'avez déjà fait, on a déjà commencé à en parler, avec une des premières, je dirais, découvertes, innovations justement dans ce qui concerne l'agriculture, plutôt. C'était ce fameux tiftouf, ce qu'on appelle en hébreu, le gout à goutte. Alors, d'abord, racontez-nous comment ça a été un peu découvert. Moi, c'est un petit peu c'est une anecdote, c'est l'histoire qu'on raconte qu'un ingénieur dans les années 60, au milieu des années 60, se rend compte qu'il y a une partie de son jardin, de son verger, qui est assez florissante. Et puis, en essayant de comprendre, il se rend compte qu'il y a juste une petite fuite d'eau dans un de ses tuyaux, et il se rend compte que, à la faveur de ce goutte à goutte un peu naturel, il va commencer à réfléchir, à élaborer. Il va rejoindre le kibbutz Netafim, et dès là, par l'aventure de Netafim, qui est une société israélienne avec dans 17 pays, avec plusieurs dizaines d'usines, et qui aujourd'hui a à peu près 30%, entre 30 et 40% des parts de marché du goutte à goutte mondial, et qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Netafim, on a non seulement on a développer des technologies qui permettent à des échelles industrielles agricoles de faire du goutte à goutte, ce qui est assez exceptionnel. Et puis maintenant, on rentre dans des technologies 2.0, c'est-à-dire de commencer à penser des boucles de rétroaction entre la façon dont réagissent les cultures et leur alimentation en eau, voire en nutriments. Et donc, on va permettre d'être encore plus proche des besoins, non seulement parce qu'on va donner l'eau au goutte à goutte, mais aussi parce qu'on va analyser la floraison, on va analyser la façon dont se comporte la culture, pour pouvoir réguler encore mieux et de façon plus efficiente. Donc il y a maintenant l'avenir dans ce genre de technologies. Ce sont en fait des petits, on va dire, Oui, il y a aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'intégration du low-tech et du high-tech. C'est-à-dire que le low-tech, ça va être de l'agriculture de base. Le tiftouf, c'est du low-tech, malgré tout. Mais on va y intégrer de l'intelligence artificielle avec des senseurs qui vont permettre de créer des boucles de rétroaction et de régulation des écosystèmes. Ça, voilà, ça c'est quelque chose de très israélien, en fait. Ça. Tout à fait. Okay. Alors, il y a un autre domaine dans lequel Israël a aussi un pas d'avance, avec une application qui s'appelle Brizometer. Oui, tout à fait. Et donc là, on a tout à fait, je dirais presque c'est un conte de fées, Brizometer. C'est quelques étudiants du Technion, passionnés de la qualité de l'air, qui vont créer une boîte il y a à peu près 3-4 ans, et qui est essentiellement une boîte de software basée sur de l'intelligence artificielle et des algorithmes, et qui vont aller chercher des data, des informations concernant la circulation, concernant les différentes données météorologiques sur la qualité de l'air, et qui vont permettre de créer une application qui, aujourd'hui, a plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, qui va permettre de donner des alertes en temps réel de la qualité de l'air. Alors, n'importe où dans le monde. Oui, puisqu'effectivement, vous avez un certain nombre de données qui sont des données, vous savez,
parmi les révolutions du numérique, vous avez aussi la transparence des données. Et donc, vous avez accès à des bases de données mondiales concernant des données de santé publique, du bien commun, finalement. C'est-à-dire des choses qui intéressent n'importe quel citoyen. Donc, effectivement, on va pouvoir aller chercher ces données, les intégrer et proposer de faire des projections sur la qualité de l'air. Alors, évidemment, sur des rencontres sportives, sur les sorties au parc, enfin, toutes les choses de la vie quotidienne qui fait qu'il y a des endroits où c'est peut-être pas le moment de sortir et d'avoir une activité physique intense par rapport à la qualité de l'air. Et il y a... C'est une boîte qui a un parcours assez exceptionnel, présente à la COP21 comme un des fleurons de la technologie clean-tech israélienne, accueillie à la Maison-Blanche, des partenariats avec la ville de Paris, en France et un peu partout, en Inde aussi maintenant. Donc, effectivement, voilà l'exemple d'une petite start-up, mais qui est dans le domaine du software, essentiellement de l'intelligence artificielle et des algorithmes sur les questions de qualité de l'air. Alors, il y a d'autres innovations, d'autres aussi innovations qui sont faites dans ce domaine. On va parler d'une innovation qui s'appelle Caïma. Alors ça, c'est effectivement, on a parlé un petit peu tout à l'heure d'agritech avec le TIF2, puisque ça rentre dans un sous-domaine du cleantech qui est les technologies d'agriculture. Donc on a évoqué la question évidemment de l'alimentation en eau. Avec Caïma, on est dans une réponse à une question qui mobilise énormément de polémiques, énormément de conflits autour de la question des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire le fait d'intervenir sur la structure génétique des semences pour les rendre plus rentables et plus résistants. C'est un problème aujourd'hui qui est posé dans le monde entier ? Oui, c'est un problème qui est posé puisqu'on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas d'études longitudinales suffisamment sérieuses pour voir dans quelle mesure la consommation et la dispersion des semences OGM a une incidence sur la santé. Donc aujourd'hui, il y a une vraie polémique et avec aussi des conflits d'intérêts très forts avec le grand groupe Monsanto, avec aussi tout un système économique qui a été mis en place puisque les OGM poussent une fois, il faut en racheter des semences et donc ça maintient les agriculteurs dans une situation de dépendance par rapport aux vendeurs de semences. Donc là, il y a des enjeux à plusieurs niveaux. Ce que fait Caïma, c'est qu'elle va à la façon de Mendel au début du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'elle va croiser et qu'elle va observer un certain nombre de semences et de façon naturelle sans avoir à intervenir sur la structure génétique des semences, va choisir des semences les plus adaptées à des climats et donc permettre qu'il y ait une résistance de ces semences et qui donne donc une agriculture relativement intensive, mais en même temps qui respecte l'environnement et puis surtout qui sont durables. C'est-à-dire que vous plantez et puis l'année d'après, vous pouvez replanter. Et donc c'est un peu un retour en fait à l'agriculture première. Oui, avec effectivement... avec une amélioration. Avec une amélioration et puis aussi la possibilité de traiter des données sur le comportement de ces semences qu'on n'avait pas à l'époque et qui permet aujourd'hui de rendre plus efficace ce type d'agriculture durable. Alors toujours justement dans l'agriculture, une autre innovation israélienne, une boîte, une start-up qui s'appelle Biobi. Ouais, tout à fait. Ça, moi j'aime bien, c'est une des start-up que j'affectionne particulièrement, qui est évidemment sur le même principe, c'est-à-dire de dire dans quelle mesure on va pouvoir copier la nature et l'utiliser de manière donc à la fois durable, à la fois respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes. Donc elle va, c'est de l'élevage d'insectes, tout simplement parce que les insectes jouent un rôle. On le sait que les abeilles, c'est connu. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Biobi. En anglais, c'est les abeilles. Donc c'est le fait d'utiliser les insectes dans la protection des cultures et des semences de façon donc naturelle, en introduisant sur des parcelles particulières pour pouvoir faire fonctionner de façon écologique l'écosystème sans avoir à bombarder les cultures de pesticides. Alors, il y a aussi un sujet qui est très intéressant et dont on entend parler aussi de temps en temps dans l'actualité israélienne, c'est l'action d'Israël dans le tiers-monde, justement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi du traitement de l'eau. Alors, on a deux exemples avec Ta'al d'abord.
Tout à fait. Donc Tahal, c'est une des grandes sociétés d'eau israéliennes. Alors, c'est pas une start-up, il faut bien entendre. Tahal, comme Arad, comme GIS ou comme Mekorot sont des grandes sociétés d'eau, de traitement de l'eau. Et Tahal a une politique, effectivement, très orientée sur l'aide aux pays en voie de développement pour permettre de créer des usines de désalinisation, pour permettre de créer des usines de traitement de l'eau. Et ils ont une action en Amérique latine et en Afrique particulièrement efficace. Alors, est-ce que c'est une conjoncture économique qui fait que c'était des marchés vers lesquels on se tournait ? Je crois que Tahal a une vraie vision, une vraie volonté, un vrai esprit de responsabilité sociale de l'entreprise, et il l'exprime de cette manière sur son action en Afrique. Et puis il y a d'autres actions, des actions plus associatives aussi. Alors vous avez une association que j'affectionne tout particulièrement. C'est une jeune femme brillante, française d'ailleurs, française-américaine, qui a créé il y a une quinzaine d'années une association qui s'appelle America Now, et qui la vocation c'est de permettre à des villages africains reculés qui sont pas nécessairement connectés à un réseau électrique, qui n'ont pas nécessairement les moyens de pomper de l'eau dans les nappes phréatiques, dans les puits, et qui a mis aujourd'hui, je crois qu'il y a presque 200 villages, entre 150 et 200 villages africains. Donc c'est dire si c'est presque plusieurs centaines de milliers de personnes qui bénéficient de cette action. Elle intègre les innovations technologiques israéliennes en matière de systèmes de panneaux solaires pour créer de l'énergie et de systèmes de pompage et de traitement de l'eau, ce qui permet à des villages reculés africains d'avoir accès à de l'eau potable localement sans être dépendants. Parce que infrastructurellement, ça coûte beaucoup d'argent que de les relier, et donc d'avoir des systèmes autonomes, indépendants, qui permettent. Ça, c'est une action. C'est une action israélienne, tout à fait. Non, ça mérite aussi une émission dans Israël demain. On espère recevoir cette dame très prochainement. Comment vous voyez, David, les perspectives, et je dirais comment vous voyez le monde dans quelques années avec justement tout cet apport technologique qui va servir à avoir un meilleur environnement? Alors, en Israël tout particulièrement, je crois qu'on est dans un moment... Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Israël est assez... J'adore pour ça ce pays, c'est qu'il se passe plein de choses partout, tout le temps. Et en matière d'environnement, beaucoup de choses se passent ici, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Moi, il y a un point qui me préoccupe au plus haut point, c'est que je crois qu'on peut faire des avancées en matière d'environnement à condition aussi que le public suive, à condition aussi que ça rentre dans les us et coutumes des gens. Et je crois qu'on doit prendre de plus en plus conscience de notre façon de consommer de l'électricité avec nos mazganim qui sont avec des températures qui sont pas acceptable et pas croyable, pendant des durées infinies, et d'oublier dans son bureau son mazgan, c'est énormément d'argent consommé pour rien. Je crois qu'il y a besoin d'un niveau de prise de conscience en Israël beaucoup plus fort sur les économies d'eau. Mais ça, c'est depuis très longtemps en Israël. La question de l'économie d'eau, c'est vraiment... quelque chose qui est dans les mœurs. Ouais, tout à fait. Mais sur la question énergétique, sur le transport, l'utilisation plus effective des transports modulés, c'est-à-dire le fait de ne pas nécessairement prendre sa voiture pour tout et n'importe quoi, de pouvoir moduler le fait de marcher, d'aller en vélo, de prendre le bus et d'utiliser sa voiture. On a, par exemple, sur le domaine transport, on a changé en profondeur des mentalités. Ici, on aime sa voiture, et vous voyez les bouchons qu'il y a absolument partout en Israël. Ça veut dire des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Il y a des applications aujourd'hui qui proposent justement un partage de transport, de prendre une voiture avec d'autres personnes, en particulier Waze, qui est aussi une application israélienne. Qui a introduit récemment du carpooling, effectivement, l'équivalent de Blablacar, en fait, qui a introduit du carpooling dans son application. On a besoin, et ça... C'est une question d'éducation, en fait. Je pense qu'il y a en grande partie une question d'éducation. Mais les choses changent, d'après vous? Par la force des choses. Par la force des choses. À un moment donné, et ça on le voit en France, mais ça arrive à Haïfa, par exemple. À Haïfa, vous savez qu'au centre de Haïfa, aujourd'hui, il n'y a plus d'autorisation de faire rentrer des véhicules diesel, sauf ceux qui ont effectivement des filtres à particules. Sinon, c'est une amende. Donc, c'est ce qu'on voit à Paris, c'est ce qu'on voit à Londres. À un moment donné, effectivement, quand les gens auront bien intégré qu'à un moment donné, la question de l'environnement, elle est liée directement à la question de santé publique, et donc de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, et pour nos enfants, je crois que les mœurs vont évoluer et changer. On a beaucoup de travail,
peut-être un dernier mot, c'est qu'effectivement, le clean tech, c'est un domaine dans lequel il faut croire, parce que les investissements dans ces boîtes sont des investissements au long cours, difficiles, mais quand ça marche vraiment très bien. Très bien. En tout cas, merci pour nous avoir fait découvrir ce monde qu'on ne connaissait pas, que personnellement je ne connaissais pas, un monde passionnant, et je suis persuadé qu'il va y avoir encore de nouvelles choses qui vont être faites dans ce domaine, de nouvelles technologies, des nouvelles découvertes, et puis on sera très heureux de vous recevoir une nouvelle fois pour nous en parler, David Ben-Ishaï, qui est consultant donc, en innovation sociale et en environnement. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Israël Demain. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Israël Demain et découvrir des nouvelles innovations israéliennes. Merci de votre attention. À très bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.